internationale puisse mettre en place un mécanisme de traçabilité d'exploitation des minerais de l'Est du Congo. Cette stratégie avait très bien marché en Sierra Leone et au Libéria. Nous ne voyons pas pour quelle raison ça ne porterait pas des effets positifs en République démocratique. Il faut en effet couper la bourse à tous ces criminels, car l'exploitation illicite des minéraux à l'Est du Congo constitue à la fois la cause de la guerre et le financement de celle-ci. Le récent rapport des experts des Nations Unies des péchés de l'environnement sur le terrain est très édifiant à ce sujet. En effet, ce commerce illicite s'est fait à travers un réseau mafieux bénéficiant de complicités internes au Rwanda et au Congo, malheureusement. Parmi les hommes d'affaires et malheureusement parmi les hommes en uniforme. Ces réseaux mafieux, d'après le même rapport, est relayé par quelques multinationales occidentales. Le contrôle des mines et l'exploitation des minéraux sont essentiellement assurés par les ex-FARC Interahamwe, donc un véritable commerce illicite. Le Rwanda ne peut pas dire à la fois qu'il affiche la volonté de venir anéantir les ex-FARC Interahamwe chez nous, mais en même temps, le Rwanda ouvre des comptoirs à Kigali où les minéraux extraits par les ex-FARC Interahamwe, quels que soient les réseaux suivis, viennent trouver acheteurs. C'est une façon de financer la guerre qui a endeuillé les gens et au Rwanda et au Congo et pour les Rwandais. Et d'ailleurs, surtout pour les Congo, puisque maintenant, désormais, le théâtre des opérations, c'est en République démocratique. Pour ceux qui n'ont pas vu le film sur les génocides au Rwanda, ils peuvent peut-être avoir des excuses pour ceux qui avaient commis le génocide. Mais quand vous voyez les images, vous voyez la tragédie, c'est encore un crime, deux fois plus que de laisser ces gens-là continuer à exploiter les minéraux à l'Est. Les complicités sont donc internes et externes. Comment dans les cas où il y a des complicités avérées, vous allez demander aux troupes congolaises, aux troupes rwandaises de mettre fin à ces phénomènes où il y a les business qui arrangent apparemment tout le monde? Non. Les Rwandais, le Burundi et l'Ouganda doivent savoir que c'est dans la politique d'ouverture qu'à travers le monde, nous avons assisté à l'intégration, soit sous-régionale, soit régionale. Et le Congo, je crois que parmi ces principes fondamentaux de sa politique extérieure, il y a le bon voisinage, mais il y a aussi la porte ouverte. Nous n'avons jamais dit non à la CPGL. La CPGL avait été mise en veilleuse à la suite de toujours des velléités bellicistes de nos voisins. Aujourd'hui, la CPGL a commencé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à faire des cotisations sans projet consistant pour faire en sorte que les deux pays aient des intérêts communs qui puissent faire ensemble et que nous ne puissions plus souhaiter la guerre dans cette région? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons qu'il faut installer au Kivu des industries de transformation des minéraux. Pourquoi les minéraux doivent quitter au Kivu et aller d'abord trop loin pour nous revenir sous forme de téléphone portable et autre chose, et ça nous coûte très cher? Il en est de même du cuivre. Pourquoi on ne peut pas avoir une étape de transformation d'abord sur place? Ce qui aiderait à faire la traçabilité. Et on approcherait les acheteurs des vendeurs. Et on saurait finalement, est-ce que ça vient des ex-FARC Interahamwe ou ça vient des exploitants dûment autorisés par le gouvernement de la République démocratique. Nous disons qu'on peut aussi déployer des comptoirs qui seraient agréés à la fois par le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Question de faire comme à Sierra Leone pour la traçabilité des minéraux de sang. Ce plan comporte aussi un aspect militaire. Parce qu'évidemment, il n'y aura pas ça en tête, mais il s'agit d'une position géostratégique importante. Si on veut développer la région des Grands Lacs, si on veut développer l'Afrique centrale, ou sécuriser l'Afrique centrale, en tout cas on doit développer les Congos, on doit doter les Congos d'une armée solide. Ça fait automatiquement 9 voisins qui seront en paix. Mais ici, la démarche, c'est d'essayer d'aider le Rwanda, l'Ouganda, et d'affaiblir les Congos. Mais quand vous regardez la taille du Congo, vous regardez la taille des autres pays, je crois que nous ne demandons pas qu'on ne puisse pas aider le Rwanda ni l'Ouganda. Mais je crois qu'on ferait mieux, puisque d'abord 70 millions d'habitants, associés à tous les pays limitrophes, nous constituons un marché de 200 millions d'habitants. Et si nous œuvrons pour la refondation de l'État congolais et de son administration, la libre circulation des biens et des personnes, ça fait un espace qui peut en tout cas être prometteur pour le pays de la région des Grands Lacs. Donc la question de l'armée et de la défense du territoire est très importante. Et là, je vais paraphraser le président de l'Ouganda.
qui avait dit un jour, parlant aux étudiants américains, il a évidemment blasphémé puisqu'il a parlé de la prière de notre Père, en disant notre Père qui est aussi, et puis il dit bon, pardonnons-nous nos offenses et ne nous soumets pas à la tentation. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, il ajoute, quand vous avez un voisin très grand, avec beaucoup de ressources naturelles, et qui a une armée faible, une administration faible, la tentation d'aller le visiter tout le temps sera permanente. Quel message nous devons encore comprendre? Donc c'est à nous de comprendre que la question de la défense du territoire, c'est la priorité des priorités. Et la communauté internationale qui nous dit que nous sommes désormais dans une marche vers un village planétaire doit comprendre que quelque part, au Congo, il y a eu déstabilisation programmée et qu'il faut très vite, pour amener la paix dans la région des Grands Lacs, essayer de stabiliser les Congo. Nous avons dit aussi, nous avons nos failles internes. Nous ne pouvons plus continuer avec la même gestion administrative et financière de notre armée, puisque c'est bien de pointer du doigt les autres, mais nous avons aussi des problèmes internes chez nous. Quand l'argent des militaires sort à Kinshasa, déjà de la montagne de Mongaliema, où il y a l'état-major général, pour arriver à l'aéroport, pour aller à Goma ou à Bukavu, la moitié, je crois, reste sur la route. De l'avion jusqu'à l'aéroport de Goma, je crois une autre moitié disparaît dans les airs, peut-être à cause des intempéries. Et puis finalement, de Goma à l'aéroport jusqu'au dernier soldat, c'est la désolation. Mesdames et messieurs, les militaires et la son arme, mais il va aller se nourrir sur la population civile. C'est comme ça qu'on visite une pauvre maman la nuit, après avoir travaillé avec l'AOU pendant 3 mois, au moment de la récolte. C'est le militaire qui vient récolter dans la maison, et de la façon la plus brutale. Nous disons non, nous avons un problème, nous devons remettre de l'ordre. C'est dans nos rangs. Et c'est très important. Nous sommes ici au Canada. Je ne pense pas que ça soit la place indiquée pour étaler notre, j'allais dire, nos problèmes internes. Nous aurons l'occasion de le faire. Nous avons eu l'occasion de le faire au pays sans complaisance. Mais je crois que nous sommes conscients que nous avons des failles sur le plan interne. Notre plan comporte aussi un aspect de la justice. Nous disons l'impunité a favorisé la répétition des massacres, des violences, des viols et autres exactions des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que personne n'a été puni, tout le monde a dit nous pouvons recommencer et ça va continuer. C'est pourquoi nous préconisons l'instauration d'une cour spéciale qui va recruter des juges sur le plan international associés aux juges congolais pour dire les droits de façon impartiale. Puisque si nous continuons, chaque jour, on fait un petit théâtre et qu'on a fini tel, et le lendemain on le voit en liberté, mais ils vont recommencer. Sur le plan de la coopération régionale, nous préconisons le renforcement de la coopération régionale à travers la redéfinition et le renforcement de la supervision, les rôles intégrateurs. Sur le plan du développement, des grands projets de construction d'écoles et de routes peuvent être de nature à stabiliser les jeunes qui ont tendance à se retrouver dans les groupes armés. Mesdames et messieurs, même si tout au long de notre exposé, nous avons retenu plusieurs griefs à l'égard de la communauté internationale, nous avons mis en exergue la responsabilité du gouvernement congolais. En effet, nous avons dit que notre tort, c'est d'avoir cru que le Rwanda et l'Ouganda pouvaient venir résoudre ces problèmes de sécurité sur le territoire congolais. Et pour terminer, je voudrais affirmer haut et fort que s'il m'était demandé aujourd'hui de savoir quelle est la priorité en ce qui concerne la République démocratique du Congo pour la consolidation de la paix, je répondais sans hésiter que nous devons œuvrer pour la refondation de l'État, qui est un concept globalisant, où on retrouve l'administration, la justice, l'armée, la police. Sans un État fort, tous les droits des citoyens et la défense de leurs droits devient impossible. C'est même pour ça que malgré toute la défense que nous avons effectuée, il avait été refusé aux Congolais même de voter dans les ambassades ici à l'Israël. C'est inacceptable. Pourquoi nous devons faire payer à nos compatriotes nos propres turpitudes? Nous devons faire en sorte que l'État puisse renaître et que demain, quand il y aura les élections, nos collègues, nos compatriotes de la diaspora puissent aller voter dans notre ambassade ici à Ottawa. Mesdames et messieurs, je vous remercie.